Madame Chartrand, comment allez-vous? Dites-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui. Je vous écoute. Ce qu'il y a d'extraordinaire, rien de particulier, mais ce qui est magnifique, c'est qu'il fait très beau, qu'il y a un soleil. Je suis devant un parc tout enneigé. Et puis, ce qui a été très bien, c'est qu'hier, dans le journal Le Devoir, une des éditorialistes, Madame Chouinard, a fait un éditorial très positif sur notre initiative citoyenne Parlons Éducation. Ah. Pouvez-vous nous parler un peu ce que c'est Parlons Éducation? Je sais que ça l'a traversé les médias un peu partout, mais je suis curieux de savoir, au camp pour mes auditeurs, qu'est-ce que c'est ça, Parlons Éducation, puis quelle est l'initiative, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ben, c'est une initiative citoyenne, c'est-à-dire que ça vient d'aucun parti politique, d'aucun syndicat, d'aucune organisation autre que des organisations citoyennes où vous faites de gens qui travaillent tous gratuitement, bénévolement, comme on dit. D'abord, Debout pour l'école, un collectif citoyen que j'ai fondé en 2017, donc il y a déjà 5 ans, et un autre qui s'appelle l'École ensemble, et un troisième qui s'appelle Je protège mon école publique, il est un peu plus ancien, qui regroupe surtout des parents, et puis un autre qui s'appelle le Mouvement pour une école libre et ouverte, le MEMO. Et nous, à Debout pour l'école, après avoir travaillé pendant 5 ans à faire toutes sortes de choses, dont une immense pétition qui a été signée par 12 000 citoyens et citoyennes, principalement des parents et des gens du milieu de l'enseignement, qu'on a voulu remettre au ministre de l'Éducation, M. Roberge, à ce moment-là. On est allé 2 fois à son bureau de comté, on est allé 2 fois, on lui a envoyé 2 courriels, on a 2 téléphones. Il n'a jamais accusé réception d'une pétition signée par 12 000 citoyennes et citoyens du Québec. Il faut le Oh. faire. Sur l'éducation, on avait 7 revendications. Il n'a jamais voulu nous rencontrer à ce sujet. Et après, on a fait un livre extrêmement important qui a 400 quelques pages, qui a regroupé 94 auteurs sur 24 sujets et des gens de terrain et des universitaires dans certains cas aussi. Et pour présenter, il y avait 3 objectifs. Chaque chapitre devait présenter sur un sujet l'état des lieux du sujet. Ensuite, pour informer les gens, mais aussi pour expliquer pourquoi on est rendu là en éducation des adultes, pourquoi on est rendu là dans l'enseignement du français, pourquoi on est rendu là dans les conditions de travail des personnels scolaires, par exemple, puis ensuite mobiliser. Donc, on a fait ce livre-là qui a un bon succès en librairie. Et puis après, on a dit, mais maintenant, c'est quoi? On a dit, manifestement, il n'y a pas de réponse de la part des pouvoirs publics. Tout ce qu'on fait, nous et d'autres groupes, y compris les syndicats dans le milieu de l'enseignement, ont pas de réponse satisfaisante sur tous les problèmes du système d'éducation. Donc, on a dit, ben, s'ils nous répondent pas et si ça n'intéresse pas à nous, nous, on va s'intéresser à nous, puis on va se rencontrer, tous les citoyens et citoyennes qui ont à cœur l'éducation, on propose de se rencontrer, discuter entre nous et présenter un état des lieux, mais aussi des solutions aux problèmes. Donc, on organise dans 18 villes du Québec, aussi loin que la Gaspésie pour l'Est et puis l'Abitibi pour l'Ouest, des forums citoyens qui vont durer une journée et demie, c'est-à-dire un vendredi soir et un samedi. On va travailler ensemble sur 5 thèmes et puis on va prendre la parole de chacun, on va discuter et puis après, on va faire une immense synthèse de ça. Et cette étape-là, des forums citoyens dans 18 villes, bien, c'est une première étape. Puis après, on va continuer jusqu'à temps que l'éducation soit pas sérieusement remise en question. Pas l'éducation, mais que le système d'éducation soit pas sérieusement revu parce que ça craque de partout. Quand vous dites que ça craque de partout, pouvez-vous me donner des exemples? Parce que vous avez vraiment un regard là-dessus. Ça fait plusieurs années que vous êtes dans le milieu de l'éducation. Puis vous êtes un pilier. Je vous connais un peu de réputation. J'ai été moi-même à l'Université Laval, mais vous n'étiez pas là alors que j'étais là, mais j'ai quand même suivi le mouvement. Pouvez-vous m'en dire plus? Ben, je vais vous détailler un peu, mais ça fait 55 ans que je suis dans l'éducation. J'ai Incroyable. commencé à enseigner en 1967, l'année de l'Expo. Vous étiez pas nés, Incroyable. peut-être vos parents Incroyable. non plus. Non, non, non. Alors, donc, ça fait un bon moment et j'ai jamais lâché d'avoir les mêmes idéaux, c'est-à-dire une école démocratique, une école où tout le monde peut prendre des décisions, évidemment, à son niveau, y compris les jeunes qui sont dans l'école. Quand je parle de l'école, je parle de l'école primaire, secondaire, je parle même du collégial, je veux dire. Et puis, une école où les contenus même sont pas faits juste pour réussir des examens, mais pour former des citoyens et des citoyennes qui comprennent le monde, qui sont capables d'agir dans le monde, donc où toutes les disciplines sont vues comme étant un apport au développement cognitif, affectif, moteur des élèves. Et puis, une école où les murs risquent pas de nous tomber sur la tête et puis l'eau puis le froid rentrer par les fenêtres. Donc, il y a
et puis une école où tous les personnels scolaires, les enseignants, mais aussi les orthopédagogues, les professionnels, les gens du service de garde, les gens de l'entretien, tous ces gens-là, les gens du secrétariat, sont respectés et ont des conditions de travail à peu près humaines. Et là, c'est pas le cas. Alors, ça en fait pas mal des problèmes d'intendance, si vous voulez, des problèmes et puis des problèmes d'organisation du système, et puis des problèmes de contenu même de l'école, et des conditions de travail pour les gens qui y travaillent, mais des conditions pour les élèves aussi. C'est quoi la vie d'un élève aujourd'hui qui rentre dans une polyvalente ou une grosse école secondaire? Il arrive à 8h moins 5, il part à 3h, puis entre 3h puis 10h30 chez eux, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il lit? Est-ce qu'il étudie? Non, il est ses jeux vidéo, puis c'est les plateformes, etc. Et donc, l'école, ça devient quelque chose de... C'est obligatoire. On y va, on n'a pas trop le choix. Et puis, si on a la chance d'être dans un projet particulier qui nous stimule, tant mieux. Mais si on n'a pas la chance de ça, parce que on n'en a pas, les parents n'ont pas les moyens ou parce qu'on n'a pas les notes suffisantes, ben, on est dans la classe dite régulière qui n'a plus rien de régulier, qui est l'endroit où se retrouvent tous les élèves qui ont des difficultés et qu'on peut pas aider. Et ça, c'est absolument antidémocratique et c'est pour ça qu'on se mobilise pour changer ce type d'école-là, qui, moi, dans mon parcours, jusqu'aux années 90, je veux dire, ce qu'on vit aujourd'hui n'existait pas. C'est pas parce qu'on était aveugle. Hein? J'ai enseigné jusqu'en 89 dans l'école la plus pauvre de Montréal, à Côte-des-Neiges, la plus pluriethnique, et nos élèves avaient une formation, une vraie formation, puis savaient qu'ils vivaient dans une société, puis savaient bon, plein de choses, et puis on avait un respect de la direction de l'école, et puis etc. Et puis, je veux dire, maintenant, je veux dire, pour sortir les élèves en dehors de la cour de récréation, il faut 3000 signatures et puis des telles démarches que finalement, les élèves sont enfermés dans une classe, ils passent d'une classe à l'autre, puis pour beaucoup d'entre eux, hein, mettez votre micro à la sortie d'une polyvalente, enfin, je dis encore polyvalente, mais d'une école secondaire à Montréal, puis demandez qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, ils vont vous dire, bon, on a fait des maths, moi, on a fait du français. Mais je veux dire, c'est pas un lieu de vie et d'apprentissage stimulant pour la majorité des élèves, et ça, c'est pas normal. Vous venez de me balancer une horde de crochets de gauche. On est dans un milieu qui se veut égalitaire, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on vit selon vos dires, puis il faut être un peu fou pour ne pas s'en rendre compte. Mais si je regarde, disons, j'ai une communication avec un enseignant en Suède, Philippe Longchamp. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je connais beaucoup de monde. Lui travaille avec l'école Montessori à Lund, en Suède. Oui. Il a été le premier enseignant issu d'une autre culture à gagner le titre d'enseignant de l'année en Suède, ce qui n'est pas rien. Non. Ce qu'il est en train de proposer, dans le fond, c'est avec la méthode de Maria Montessori, de développer cette curiosité-là aux sciences également. Aussi, tous les STEM, là, la science, technologie, mathématiques, les arts. Puis, cette philosophie-là va en lien avec ce que vous dites, de rendre l'éducation stimulante. Mais là, on n'est plus dans un processus de l'acquisition de notes, on est dans un processus d'acquisition de connaissances. Et de culture. Et de culture, exactement. Et ce qu'il expliquait, c'est que le fait de bâtir, dans le fond, cette culture-là en classe, de faire grandir les élèves et les faire élever, donner au niveau social, au niveau des apprentissages, lui a permis après d'aller faire des compétitions en Corée du Sud sur les STEM et il a vu qu'il était en processus d'être très compétitif parce qu'ils ont comme travaillé dans un environnement, est-ce que je peux dire un environnement sécurisant? Puis ce que ça l'a permis, dans le fond, ça l'a permis de bâtir cette confiance-là. Et par la confiance, mais il a pu aller visiter, voir s'il y a la force. Puis ils sortent souvent très, très haut dans les scores. On a besoin, à mon avis, vous me direz ce que vous en dites, on a besoin, pourtant on l'a fait la réforme là, dans les années 2000, et il y avait cette idéologie-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué? Est-ce que c'est par rapport, aux syndicats? Est-ce que c'est par rapport aux parents qui étaient réfractaires aux cotes au lieu des notes? Qu'est-ce qui en est sorti? Qu'est-ce que vous trouvez là-dessus?
Il y a deux choses dans ce que vous dites. Je voudrais revenir d'abord sur l'école et la pédagogie Montessori. Je veux dire, toutes les écoles alternatives au Québec existent depuis les années 60. Je veux dire, ma sœur a enseigné à la maternelle dans des écoles alternatives à Montréal et puis ensuite ailleurs. Et toutes ces écoles-là, justement, il y a pas juste le Montessori, il y en a d'autres. Il y a des écoles maintenant à la forêt, il y a des écoles à l'extérieur, dans la Naudière, par exemple. Il y en a partout. Alors, ont justement cette idée-là qu'aller à l'école, c'est se développer. D'abord, il y a quelque chose qui dit on est pour être heureux. Ben, pour être heureux, il faut se développer. Et se développer à tout point de vue. Mentalement, cognitivement, physiquement, émotivement, socialement. Et donc, à ce moment-là, je veux dire, l'école doit être un milieu de vie. C'est ce qu'elle n'est plus, ce qu'elle a déjà été un peu dans l'école secondaire après la réforme par an, puis dans les années jusqu'aux années 90, comme je disais. Mais à partir des années 2000, c'est pas juste le programme. Là, on va revenir là-dessus des années 2000 qui est en cause. C'est la conception même de l'éducation qui vient d'en haut, de l'OCDE. Et puis qui est reprise ensuite de façon cool peut-être, mais tout de même par l'UNESCO aussi, à savoir que l'éducation, c'est une marchandise. L'éducation doit rapporter. Il ne doit pas nous coûter trop cher comme société. À partir de ça, ben, il faut s'arranger pour que le monde produise. Alors, les élèves sont des producteurs, les enseignants sont des producteurs, on produit, puis on produit quelque chose qui sont des notes puis des taux de diplomation. Qu'est-ce qui omnibule nos ministres de l'Éducation depuis 20 ans? C'est nos taux de diplomation puis la comparaison avec l'Ontario. Mais c'est pas ça le cœur d'un système d'éducation. Mais c'est ça qui est important pour eux. Et moi, j'ai analysé, j'ai été prof de français au secondaire pendant des années. Je suis didacticienne du français, j'ai fait de la linguistique. J'ai analysé l'examen de français de 5e secondaire depuis qu'il a été mis en place la première fois en 86, j'enseignais en 5e secondaire et en 87, il est devenu obligatoire en 87 et j'ai analysé les résultats et plus ça va, de 87 à 2000, j'ai pas étudié depuis 2010 parce qu'on n'a plus les chiffres parce qu'ils s'arrangent pour qu'on les ait plus ou que ce soit très difficile d'avoir l'analyse des résultats réels, ben, c'est de plus en plus, c'est réussi, mais c'est de plus en plus nul comme examen. C'est une passoire totale. Un analphabète fonctionnel peut très bien le réussir. Moi, j'ai des amis qui enseignent en 5e secondaire qui me disent, je me demande comment se fait que tel ou tel élève est dans ma classe il devrait être en 2e secondaire. Mais il a monté, il est monté. Et puis là, ben, on va s'arranger. Avant, on préparait les étudiants, les élèves à l'examen pendant quelques semaines. Puis le travail qu'on faisait en 5e secondaire portait beaucoup sur l'argumentation. Et donc, on leur apprenait à argumenter. Bon, mais là, on leur apprend plus à argumenter parce que le texte n'est pas vraiment un texte argumentatif, c'est 1, 2, 3, je dis un argument, un deuxième argument, je me fous du contre-argument, etc. C'est n'importe quoi. Et puis ensuite, ben, quand on regarde sur le plan de l'orthographe, en 30 ans, ça n'a pas bougé beaucoup, ça oscille entre 58 et 62%. Le lexique, ben, c'est n'importe quoi, mais c'est tellement laxiste dans la correction que tout le monde réussit. La ponctuation, pareil. Et puis, comme ils ont appris pendant des semaines et des semaines et des semaines comment répondre, faire le plan de texte, ben, ils réussissent. Mais ils réussissent quoi? Du vent. Ils n'ont pas montré qu'ils savent argumenter, ils n'ont pas montré qu'ils savent lire, ils n'ont pas montré qu'ils savent écrire. Et après, ils se retrouvent dans les centres d'aide aux Français, dans les collèges, dans les cégeps, parce qu'ils sont nuls en français. Et tous les profs de français et de philosophie disent, mais comment se fait qu'ils ont fini leur secondaire? Ils ont réussi haut la main l'examen de 5e secondaire de français. Puis après, rebelote pour l'examen de cégep. On les retrouve à l'université dans les facultés de sciences sociales et d'éducation, puis ils réussissent pas non plus à suivre les cours parce qu'ils ont du mal à lire puis à écrire, puis ils sont dans des centres d'aide au français aussi dans les universités. Donc, ça montre qu'on a beau avoir des notes puis des résultats chiffrés, ça ne veut pas dire qu'on a les compétences, les connaissances qui vont avec. Et ça, je vous donne le cas l'examen de français de 5e secondaire et l'épreuve uniforme de français de collège. Mais je pourrais pas vous dire la même chose parce que je l'ai pas analysé personnellement pendant 30 ans, mais mes collègues de mathématiques pourraient vous dire la même chose. On s'en va dans la même direction. Donc, on va finir par faire réussir tout le monde. C'est parfait. Mais alors, il y a un grand neurologue français qui parle des technologies de la communication, puis il dit c'est la fabrique du crétin digital. Ben moi je dis l'éducation est-elle une fabrique de crétins social, je veux dire, de monde qui sauront même pas qui est le premier ministre du Québec, qui sauront même pas, je veux dire, l'Ukraine c'est où, puis pourquoi il y a une guerre en Ukraine, qui sauront rien de la société, et puis ben qui vont se dire ben
Et puis là, j'ai vu un reportage avant-hier, là, je pense en France, là, une analyse qui disait que 18% de jeunes interrogés dans une étude sérieuse disaient que la Terre était pas ronde, était plate, disaient que jamais d'Américains étaient allés sur la Lune. Mais ces jeunes-là, ils ont tous été à l'école, hein, primaire, puis secondaire, puis jusqu'au niveau cégep, là. Et ils disent des choses comme ça. Alors, ça veut dire qu'il y a une désinformation qui est créée, entre autres, par les réseaux sociaux et un manque total je dirais pas de respect dans le sens de se mettre à quatre pattes, mais de considération pour le savoir accumulé par l'humanité. Ce que mes profs me disent, ce qu'on dit depuis 200 ans sur la Terre est pas ronde. Il y a un monsieur, il y a longtemps, qui avait dit elle est pas plate, il avait dit qu'elle était ronde, monsieur Galilée. Ben Oui. non, ça, c'est Galilée, puis moi, c'est pareil. C'est mon opinion, là. Puis Galilée, ben, tu sais, je sais même pas qu'il existe. Alors, c'est ça que l'école ne crée pas. Et quand je dis l'école, attention, hein, on parle de l'école à 3 vitesses. Ben, c'est l'école publique générale qui fait ça. L'école privée peut probablement, parce qu'ils ont des conditions nettement meilleures, parce qu'ils vont déjà chercher les élèves qui ont déjà des notes meilleures, souvent d'un milieu culturel plus favorisé et économique plus favorisé, ben, ils peuvent peut-être apprendre encore pas mal de choses. Puis dans les projets spéciaux, ça dépend lesquels, à l'école publique aussi. Mais quand on regarde l'école générale, enfin ce qu'on appelle le régulier, ben non, c'est plus un lieu de culture et d'apprentissage et d'émancipation personnelle et collective. Et les élèves sont de plus en plus égoïstes et les parents sont de plus en plus égoïstes. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est pas les enfants du Québec qui sont à l'école, puis c'est pour eux que je veux que l'école s'améliore. Non, c'est pour mon enfant. Et l'autre dit, ben, c'est mon élève. Puis l'autre, alors c'est toujours l'individu et c'est jamais la société, c'est jamais une vision collective. Et la réponse, ce serait l'éducation durable, Madame Chartrand? Pardon? La J'ai réponse, pas entendu. est-ce que ça serait l'éducation durable? Ben, une éducation émancipatrice, une éducation qui permet d'affronter les grands défis de la société. Les défis écologiques sont énormes et les jeunes en sont souvent très conscients, plus conscients souvent que les adultes. Et donc, il faut absolument que dans toutes les disciplines, cette question-là soit au cœur. Comment on va survivre au 21e siècle? Hein? Donc, que ce soit en français en lisant des choses, que ce soit en mathématiques, que ce soit en sciences sociales, que ce soit en sciences, il faut que ces questions-là soient posées. Comment est-ce qu'on vit de plus en plus des dictatures politiques dans l'ensemble du monde, de l'Afrique, d'Amérique latine, de l'Europe en bonne partie, de l'Asie aussi. Alors, puis nous, on n'a pas des gouvernements des plus démocratiques non plus aux États-Unis, puis ici, dans les dernières décennies, disons. Donc, comment arriver à avoir, à montrer que la démocratie où chacun a sa place et a son droit de parole et est respecté, mais aussi ses responsabilités, c'est pas juste d'avoir le droit de parole, c'est d'avoir les responsabilités de sa parole. Ben ça, je veux dire, c'est ça que l'école doit faire. Et l'école ne peut plus faire ça quand tout va vite pour réussir à avoir les notes de tel examen en 3e année primaire, 6e année primaire, 3e secondaire, 5e secondaire, 4e secondaire. Et puis, je veux dire, les élèves, ils sont 45 minutes dans une salle, ils sortent de salle, ils s'en vont d'autre chose. Il n'y a pas d'interaction dans le corps enseignant. Même mes amis qui enseignent en 5e secondaire dans les écoles publiques de différentes régions du Québec me disent, j'ai même plus le temps de parler à mes collègues qui enseignent le français comme moi en 5e secondaire. On est débordé du matin au soir. Alors, donc, les élèves voient bien que c'est des boîtes, c'est des silos, l'école. Silos, effectivement. Tout ça, il faut changer ça. Tout ça, il faut changer ça en profondeur. Puis c'est pour ça qu'on convoque les citoyens et les citoyennes à venir parler de ça. Moi, je vous dis mes opinions, puis des opinions un peu de plusieurs personnes, mais je veux dire, on peut très bien être en désaccord avec ça, puis dire, moi, je suis d'accord avec ça, l'école à 3 vitesses. Bon, tout le monde a le droit d'avoir son opinion, mais encore, est-ce que pour la société au complet, c'est important, c'est une bonne solution? Parce que d'avoir un privé et puis d'avoir un public sélectif va nécessairement imposer des classes dites régulières, qui sont des classes où tous les élèves, avec toutes les difficultés. Vous avez vu l'article de Mme Daphné Dionvien dans le Journal de Québec il y a 2 semaines, dans une classe de 3e année, sur 23 élèves, il y en a 13 qui ont besoin de soins particuliers parce que c'est des réfugiés qui viennent d'arriver, parce que c'est des immigrants qui n'ont pas eu suffisamment de classes d'accueil et de temps en classe d'accueil et de francisation, parce que ce sont des élèves qui ont des problèmes affectifs, des problèmes moteurs, des problèmes psychologiques, etc. Ben, ils sont tous là.
Qu'est-ce que peut faire la meilleure enseignante de troisième année ou de troisième secondaire avec ces élèves-là? Elle fait son possible, mais elle peut pas chacun s'occuper de chacun et elle n'est pas formée pour s'occuper de tout le monde non plus. Des élèves qui ont des difficultés, par exemple, syndrome de l'Asperger ou autre chose, je dis Asperger, pardon, et je veux dire, une enseignante du primaire ou du secondaire n'est pas formée pour ça. Elle n'est pas psychologue, puis elle n'est pas orthopédagogue, puis elle n'est pas orthophoniste, puis elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Elle est enseignante. Mais elle est prise avec une multitude de cas. Puis on Je vais vous parle dire quelque chose de grave aussi qu'on ne dit pas au Québec. Hein? À Montréal, il y a 20% des élèves des Premières Nations qui sont dans le système scolaire québécois, qui sont dans des écoles primaires et secondaires à Montréal. Il n'y a rien de fait pour que ces élèves-là se chantent chez eux à Montréal, alors qu'ils vont à l'école primaire ou l'école secondaire. Il n'y a rien pour les accueillir leur langue, leur culture, leur faire parler aux élèves de leur classe d'où ils viennent, etc. Non, ils sont relégués comme les autres dans la classe ordinaire, puis je veux dire, s'ils sont pas bien bons en français parce qu'ils parlent d'autres langues chez eux, etc., tant pis. Et puis, ils sont délaissés pour compte. Alors, on avait un système d'accueil et de post-accueil dans les années 80-90 extraordinaire à Montréal. Hein? Là, c'est des classes d'accueil. Ils appellent même plus ça comme ça la plupart du temps. Ils parlent de francisation. Mais des gens qui ont vécu des guerres pendant des années, des enfants, des adolescents qui arrivent ici, ils sont traumatisés. Il faut plus que juste les franciser, il faut les accueillir. C'est ça une société. Alors, l'école devrait avoir toutes sortes d'activités pour accueillir ces enfants-là, puis leurs parents pour les amener à se sentir partie prenante de la société québécoise, mais ils font pas ça. On n'a pas le temps de faire ça, ça coûte trop cher de faire ça, etc., etc. On a toutes sortes de fausses raisons, de prétextes pour pas faire ça et pas les accueillir. raison. Alors, ça prépare pas une bien belle société, ça. Oh mon Dieu. Bon. Excusez-moi, je vous déprime. Non, 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 ça ne me déprime pas, ça me fait réfléchir, j'adore ça. Dans le fond, j'ai dit dans le fond, le système économique, ça coûte trop cher l'éducation. C'est ce qu'on entend. L'éducation coûte cher. Ouais. Par les revendications syndicales avec l'augmentation, disons, du salaire. On demande également d'avoir plus de ressources, avoir plus de personnes peut-être mieux éduquées pour aider les élèves. On a plein de demandes orthopédagogues, nous en manque, un manque criant de psychologues, de psychoéducateurs. On met énormément de pression sur les enseignants. C'est ce qu'on entend au niveau syndical. Et on a même cette crainte d'imputabilité des résultats des élèves. On en a parlé il y a quelques années, avant Robert, je pense que ma mémoire est bonne. Cette pression-là, comment on peut faire pour relâcher ça? Comment on peut faire? Il faut un débat de société profond. Vous savez qu'il y a des intellectuels comme M. Guy Rocher, qui était de la commission parents, des universitaires, le chroniqueur du Devoir, Normand Baillargeon, qui demande une commission d'enquête ou bien des états généraux renouvelés, etc., depuis 5 ans. Puis le gouvernement n'a jamais répondu à ça. C'est pour ça que nous, Parlons Éducation, on a dit, si le gouvernement ne répond pas à ces demandes-là, nous, on va se mettre debout puis on va convoquer les citoyens. Si on est des milliers à aller dans les 18 villes du Québec, dans les 19 forums, parce qu'il y en a 2 à Montréal, pour parler de ça, puis trouver des solutions, puis dire on en a des solutions, puis on exige de vous que vous commenciez à répondre aux aspirations, je veux dire, ça peut pas rien donner. Bon, et le problème, c'est que ça coûte cher. Mais qu'est-ce qui coûte cher? Ça coûte pas cher les compagnies minières qui nous volent nos ressources naturelles. Ça coûte pas cher les compagnies Vous savez combien l'eau? Il y avait un article dans le Devoir ou dans la presse, là, il y a 2-3 semaines, là. Les compagnies qui prennent notre eau partout pour l'embouteiller et la vendre, souvent dans des bouteilles de plastique d'ailleurs, ces compagnies-là payent 0, après il y a 9 zéros, puis après il y a 3 le litre. Alors, on leur donne notre eau qui nous vole et qui nous vendent. Alors ça, là, de l'argent, là, si on les faisait payer, disons, 1 cent le litre ou je sais pas quoi, là, je suis pas économiste, je veux dire, on aurait de l'argent dans le coffre de l'État. S'il y avait moins d'invasion fiscale, s'il y avait dans l'impôt sur revenu vraiment croissant,
Hein? Maintenant, entre 150 000 puis 250 000, c'est à peu près pareil, puis 250 000, 500 000, c'est à peu près pareil, on peut à peu près le même impôt. Alors que quand on est bas salarié, l'impôt augmente. Hein? Alors, s'il y avait des mesures fiscales, s'il y avait des mesures économiques, ben, les coffres de l'État seraient pleins d'argent pour avoir des autobus à Montréal, puis avoir des écoles qui ont de l'allure, puis avoir un système d'éducation et de santé qui a de l'allure. Alors, c'est pas que l'argent manque, c'est que l'argent va toujours dans les mains des mêmes, et on voit que plus ça va, dans tous les pays du monde, je veux dire, plus on est riche, plus on fait d'argent. On voyait qu'il y en a qui faisaient en 43 minutes, les grands magnats du monde, en 43 minutes faisaient le salaire équivalent d'un pays. Là. J'ai vu ça aussi dans la presse ou dans le Devoir. Alors, je veux dire, arrêtons de dire qu'on n'a pas d'argent, franchement. On n'a pas parce qu'on ne veut pas prendre l'argent où il est. Mais ça, elle est juste mal dirigée. Là. Je suis d'accord avec vous sur le système. On est là, nous, au Québec, on a cette chance-là d'avoir de l'eau potable. On a une grande réserve d'eau potable. On l'a plus beaucoup. Comment vous dites? Bien, on l'a plus beaucoup parce qu'elle est prise par des compagnies. Même moi j'ai des amis qui habitent en Estrie, là, c'est pas à l'autre bout du monde, là. Et puis ils vont encore acheter leur eau parce qu'il n'y avait pas encore de l'eau potable chez eux, mais ils vont l'acheter à ceux qui nous la volent. C'est aussi simple que ça. Hein? Ils vont à l'épicerie acheter des gallons d'eau, et puis ben ça, ben c'est vendu assez cher. Et ceux qui font de l'argent, ben c'est ceux qui l'ont eu à un coût absolument dérisoire. Alors, tout ça n'a pas de sens. Bon, c'est comme ça que fonctionne le système capitaliste. On ne va pas se raconter d'histoire. Alors, mais je veux dire, entre maintenant et avant, on voit bien que dans le développement du système capitaliste, qu'on appelle le néolibéralisme, je veux dire, de plus en plus les riches s'enrichissent et de plus en plus il y a de pauvres. Et il va y avoir de plus en plus de pauvres. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut comme société? Ben, je veux dire, quand on se pose la question de ce qu'on veut comme éducation, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on veut comme société d'aujourd'hui et de demain. Hein? L'effritement de la classe moyenne, c'est ce qu'on est en train de vivre. Là. Une paupérisation de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Comment? Répétez ça? Une paupérisation, c'est-à-dire de plus en plus de pauvres. Hein? Les aînés, puis de plus en plus pauvres, puis les gens qui sont d'origine immigrante, puis d'autres aussi qui sont de plus en plus pauvres parce que rien n'est fait pour le prix des loyers à Montréal, mais c'est absurde. Je veux dire, quel couple jeune de 25-30 ans peuvent se payer 1600 pièces pour avoir un appartement de 5 pièces dans Montréal? À peu près personne. Alors, où est-ce qu'ils vont vivre, là? Donc, tout le monde va devoir dépenser beaucoup plus pour avoir les biens de base. Donc, c'est ça qui va faire qu'au lieu de s'enrichir, ils vont devenir de plus en plus pauvres, même et surtout, enfin, à la fois les aînés puis à la fois les nouvelles générations. Et ça, si à l'école, on abordait les problèmes sociaux, que ce soit dans le cours de l'univers social ou que ce soit dans le cours de français ou d'anglais, on ne fait pas de l'anglais du français pour faire de l'anglais du français, on fait de l'anglais pour, bien sûr, développer une maîtrise de ces langues-là, mais aussi, dans ces langues-là, c'est parler de quelque chose. Et ça devrait être parler de la société, ça devrait être parler de ce qui nous concerne. Et donc, pourquoi on ferait pas des projets collectifs en deux ou trois disciplines, puis dire, bon, ben là, on va attaquer pendant le premier semestre, là, en quatrième secondaire, les problèmes écologiques. En tel semestre, en tel secondaire, on va travailler sur les questions du transport, de la mobilité. Un autre. Et là, s'ouvrir à toutes les dimensions, à travers toutes les disciplines. Mais là, tout est cloisonné, et de plus en plus cloisonné. Moi, quand j'enseignais au secondaire jusqu'en 89, je veux dire, j'ai fait des projets avec plein de mes collègues de d'autres disciplines. Personne, non seulement on ne disait pas qu'il fallait pas faire ça, mais on nous encourageait et on nous félicitait. Puis nos élèves étaient heureux de faire ça. Mais là, essayer de faire ça, c'est impossible. Il y a une bureaucratisation aussi de la direction. Alors, on n'est pas passé des commissions scolaires qui n'étaient pas le chef-d'œuvre de démocratie, je veux bien, mais à ce qu'on a maintenant, les centres de services scolaires, où il y a 15 personnes qui décident pour toute une région de comment ça va se passer à l'école. 5 parents, 5 gens de la communauté, puis 5 administrateurs, ça fait 15, ça, c'est ça, le conseil d'administration des centres de services scolaires. Et on voit, puis on a des exemples précis, on en a eu à Montréal, à quel point ça fonctionne de façon extrêmement cloisonnée, bureaucratique et en mépris total de ceux qui sont sur le terrain. Et puis là, des exemples concrets, on en a, là, je dis pas ça à travers mon chapeau. Et puis, ben, je veux dire, il n'y en a plus de démocratie scolaire, là. C'est de la fausse démocratie, c'est de la bureaucratie scolaire. Puis en plus, on a ajouté, M. Robert, j'avais dit qu'il allait se battre contre ça. J'ai écrit des articles dans le Devoir pour les lire, puis sur notre site de Debout pour l'école. Il avait dit que la loi du silence était inacceptable, que tous les professionnels et tous les enseignants et tout le monde qui travaillait à l'école avaient le droit, sur la place publique, de parler des problèmes
public de l'école et qu'il fallait en finir avec la loi du silence. Il avait même dit que dans la négociation qui a eu lieu durant la pandémie, il en serait question. Il n'y en a pas été question une seconde et il n'a rien fait pour que la loi du silence ne disparaisse. Et non seulement elle n'est pas disparue, mais cette loi du silence est devenue vraiment une omerta. Omerta, ça veut dire tu te tais, mais si tu te tais pas, tu as des sévices, tu risques quelque chose. En Sicile, puis à Naples, on sait ce que ça veut dire, l'omerta. Ben ici, on est rendu comme ça. Il y a des directions d'école, des directrices d'école que je connais qui se font dire, s'il vous plaît, n'intervenez pas sur la place publique sur le cas de ceci ou de ça, sur tel ou tel problème, parce que c'est mieux que nous-mêmes, on s'en occupe. Alors, nous, au centre de services scolaires, vous n'avez pas. Au début, quand on a lancé le projet des forums citoyens, il y a 2 ans, hein, on en parlait à plein de monde, puis il y a plein de monde qui disait c'est génial, mais on n'ira pas parce qu'on a peur de parler. On n'a pas le droit. La loi les gens ils mêlent tout. La question du droit de réserve et de loyauté des administrateurs scolaires, c'est une chose, mais des personnels scolaires, ça n'existe même pas ces mots-là dans la loi. Hein. Il y a le devoir de faire bien son travail et de pas médire. Bon, c'est évident, ça, c'est le bon sens qui dit ça. Et donc, on a dit aux gens, non seulement personne ne peut vous empêcher de faire ça, mais vous avez tout à fait intérêt et le devoir de le faire comme citoyen et citoyenne. Puis finalement, on a un peu convaincu les gens de ça. Mais est-ce que les centres de services scolaires, est-ce que le ministère de l'Éducation a envoyé des articles aux journaux pour dire il faut que les enseignants et tous les personnels scolaires se sentent le droit de parler de sujets d'intérêt public? Pas de parler d'un tel dans ma classe qui a fait une bêtise, là, hein, puis non, d'intérêt public. Ça, c'est le devoir des citoyens. Ça fait partie de la Charte des droits de l'homme, ça. De l'ONU, de 48, puis de la Charte des droits de la personne d'ici. Le droit de parole sur les questions d'intérêt citoyen. Cette vision que votre vision d'éducation est partagée par beaucoup de personnes, c'est ce que j'entends dire, par les directions d'école, par les enseignants, par les parents, par en tout cas la population du Québec en général. Beaucoup. Ministre Drainville, est-ce qu'il vous a répondu sur ce mouvement citoyen ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Je veux dire, il y a eu un éditorial dans Le Devoir, qu'est-ce que vous voulez de plus, avec une caricature lundi. On a fait une conférence de presse. J'ai fait une dizaine d'entrevues dans toutes les régions du Québec. Hier matin, c'était à Côte-Nord, l'autre jour, l'Abitibi, l'autre jour, Sherbrooke, l'autre jour. Partout, il y en a été question. Ça veut dire que si ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose de lunatique qui n'avait pas de sens, ben, on n'aurait pas eu d'écho dans les médias partout au Québec. On a eu un écho énorme parce que tout le monde, la majorité des journalistes et des gens des médias sont souvent des parents. Ils savent ce que c'est un peu l'école et puis ils se posent pas mal de questions aussi. Donc, c'est clair que ça correspond à un besoin de parler d'éducation et donc, on savait qu'il y avait des problèmes, on savait qu'il y avait des solutions, on savait qu'il fallait en parler collectivement. On a lancé ça et ça marche très bien, au-delà même de nos espoirs, enfin des miens. Mais les pouvoirs publics, il n'y a personne qui nous a contactés, puis il n'y a personne qui va nous contacter non plus. Hein? Non, Moi, j'y crois plus. Ils se cachent toujours derrière leur mur, là. Et puis, sinon, quelqu'un peut le faire à titre personnel. Mais pour l'instant, en tout cas, la conférence de presse a eu lieu mardi de la semaine dernière, donc ça fait une semaine. Ben, on n'a eu aucun écho de aucun pouvoir public, que ce soit les centres de services scolaires ou la fédération des centres de services ou bien les gens du ministère ou le ministre ou le sous-ministre, etc. Non. Moi, ma question, c'est, vous allez avoir un petit rire en coin. Pourquoi faire tant d'efforts si on n'aura pas d'écoute? Moi, je pense qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix d'avoir l'écoute. Alors, c'est beaucoup d'efforts. Ils n'auront pas le choix. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, les sociétés encore démocratiques. Dans une dictature, on ne peut pas faire ça. On va en prison pour on se fait assassiner. Mais ici, on est encore quand même en démocratie formelle. Et puis, s'il y a des milliers de citoyens qui disent, là, écoutez, là, ça va plus, le système d'éducation, là, il faut changer des choses fondamentales sur le plan des contenus, sur le plan de l'organisation du travail, sur le plan de plein d'autres choses, de la démocratie scolaire, etc., ben, je pense qu'ils n'auront pas le choix d'écouter. Et puis, et après, ben, comme citoyen, on va se dire, ben, s'ils ne nous écoutent pas vraiment, là, il va y avoir une autre étape. Ça va être quoi? Je ne sais pas. Je ne regarde pas les astres qui m'ont rien dit. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'écouter les citoyens et les citoyennes, pas décider pour eux. Moi, j'ai mes opinions, je me bats depuis que j'ai 10 ans.
fait mes premières manifestations à l'âge de 10 ans pour le désarmement nucléaire à la Macasa en 1963 ou je sais pas quoi, là. Non, 68. Non, je me souviens pas. En tout cas, 58. Ou 60. Mais je veux dire, c'est dans mon ADN. Mais il reste qu'il y a plein de gens qui se battent pas depuis 50 ans puis 60 ans, mais qui se rendent compte en ce moment qu'il faut parler et faire quelque chose parce que ça va plus du tout, du tout. Alors, c'est ça qu'on attend, puis je pense qu'on ne sera pas déçus. Cette réalité-là, pour avoir voyagé un peu avec ma conjointe, on est allé au Portugal, on s'est questionné un peu en voyageant, on est passionné par l'éducation, ma femme et moi, et on se rend compte que ce problème-là n'est pas juste au Québec. Moi, j'étudie, je suis abonné à je ne sais pas combien de médias français. Je connais ça. Je parle italien couramment. Je vais en Italie régulièrement depuis Oui. 40 ans. J'étudie l'Italie. Et puis, je parle espagnol et j'ai été en Amérique latine pas mal aussi. Et on est partout à peu près dans la même situation. Il y a des révoltes au Chili d'élèves du secondaire et du collégial parce qu'ils disent que ça s'en va nulle part notre système d'éducation. Puis il y a la même chose en Italie, puis la même chose au Portugal, je ne sais pas, mais en France. Et en France, on est de plus en plus une éducation qui est juste axée sur les résultats, comme ici. Et puis, il faut avoir telles notes pour aller dans telle filière. Puis, on a décidé qu'il y avait des filières. Les filières, ça, je trouve ça effroyable. C'est tout le contraire d'un des grands apports grands apports de la Révolution tranquille. C'était l'idée de polyvalence. Hein? Pourquoi est-ce que ce serait pas aussi honorable de vouloir être un pâtissier, de vouloir être un menuisier, de vouloir être un électricien que de vouloir être un dentiste ou un notaire? Hein? Il n'y a aucune raison parce qu'on a besoin de ces gens-là. Et tous les métiers demandent un travail intellectuel extrêmement poussé et travail en plus manuel. Mais c'est méprisé. On avait toute cette idée de polyvalence jusqu'aux années 75, puis ça s'est effondré comme un château de cartes. Et j'ai demandé à monsieur Guy Rocher, j'ai dit, mais expliquez-moi pourquoi ça s'est effondré comme ça. Je veux dire, alors que c'était une des choses les plus audacieuses que le Québec avait fait en matière d'éducation, ben, il dit, on avait mis des balises pour que ça puisse se faire. Ça veut dire, on ne peut pas avoir dans un atelier de menuiserie autant d'élèves que dans une classe de français ou d'anglais. Bon, alors, et puis on avait du tutorat, puis toutes sortes de choses. Et puis, ben, peu à peu, les commissions scolaires ont trouvé que ça coûtait cher. Alors, ben, ça coûte cher, ben, on va abandonner ça, puis on va tous les envoyer au général. Et là, c'est ça. Et donc, il y a un mépris de ça. Et quand vous lirez le chapitre sur la formation professionnelle dans notre livre qui s'appelle « Une autre école est possible et nécessaire », publié l'année dernière chez Del Busso, ben, vous voyez que la formation professionnelle, malgré le travail acharné de ceux qui interviennent comme enseignants et enseignantes, ben, je veux dire, ça décroît en ressources. La même chose à la formation générale des adultes. Alors, il y a un mépris pour les travailleurs manuels, il y a un mépris pour ceux qui veulent faire ça, il y a un mépris. Et donc, on dit, ben, ils sont pas bons en classe, on va les envoyer aux professionnels. Alors que pour aller aux professionnels, il faut aussi être bon en classe, il faut surtout vouloir penser, réfléchir, parce qu'on ne fait pas de la bonne pâtisserie sans avoir à expérimenter, penser, réfléchir et travailler en plus La chimie là, de la pâtisserie. Et ça, alors, ce qui fait que tous les élèves qui auraient le goût, moi, j'en ai connu il y a longtemps, hein, dont le père était mécanicien, j'allais faire réparer mon auto, puis sur la rive sud, puis les enfants, ils étaient dans le garage depuis qu'ils avaient 5 ans, puis ils disaient à leur père, moi, c'est ça que j'ai le goût de faire, papa. Alors, et les parents disaient, ben, même à cette époque-là, donc aux années 90 peut-être, ils disaient, ben non, il faut que tu finisses ton 5e secondaire avant, puis ensuite tu iras au cégep technique, etc. Mais pourquoi il faudrait aller jusqu'en 5e secondaire sans commencer à faire un travail manuel? Non. Alors qu'en Suisse romande, un pays riche, en Suisse romande, puis en Suisse alémanique, on appelle ça, il y a un terme là, que j'oublie en ce moment, mais les élèves, dès la 3e secondaire, peuvent choisir des voies techniques ou de métier. Et c'est pas du tout méprisé, alors qu'ici, c'est méprisé. Et donc, ça impose tout le monde de se rendre jusqu'en 5e secondaire. Un paquet réussissent pas à avoir leur diplôme. Ils se retrouvent à la formation générale des adultes. Puis là, c'est extraordinaire. Ils sont toute la journée devant des cahiers, à remplir des cahiers dans différentes disciplines pour accrocher leur diplôme. Je sais. Là aussi, il faudrait se reposer des questions sur la pédagogie. Là, les cancres pédagogiques, là, c'est le système de l'éducation des adultes. C'est pas ceux qui enseignent, c'est le système qui veut ça. Et les gens qui enseignent puis qui ont une grande expérience de ça disent à quel point c'est pas ça qu'il faudrait pour les jeunes raccrocheurs. C'est autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus stimulant, beaucoup plus interactif et c'est pas en remplissant des cahiers pour finir par avoir les notes qu'il faut pour la 5e secondaire. Donc, on les dégoûte encore plus de l'école pour un bon nombre. Pas tout le monde, là, mais pour un bon nombre.
Alors qu'on pourrait au contraire les faire raccrocher au désir d'apprendre, de comprendre le monde puis de participer à sa transformation. Vous m'avez résumé un peu mon passage de l'étiquette de cancre que j'avais lors de mon passage primaire, secondaire, collégial. Je me rappelle avoir, j'ai été étiqueté comme un cancre tout mon passage scolaire et vous l'avez bien expliqué plus tôt lorsqu'on donne un secondaire 5 et on arrive au collégial, puis il y avait des professeurs de français. J'ai un professeur de français que je nommerai pas parce que ça m'a vraiment bousculé, ça m'a intimidé. On écrivait avec les connaissances qu'on avait, puis je me rappelle très bien de cet enseignant prendre nos copies, les jeter par terre, puis s'essuyer les pieds avec, disant, vous savez ce que j'en fais aux écritures? Et moi, je me suis levé et j'ai dit, maintenant, montrez-nous comment le faire. On n'a pas eu cette chance que vous avez de savoir comment écrire. Puis lui, il ne croyait pas, là. On était des fainéants. Vous auriez pu y répondre, Le mépris n'aura qu'un temps. C'est le titre d'un magnifique film d'Arthur Lamotte sur les travailleurs de la construction dans les années 70. Le mépris n'aura qu'un temps. Il faudra arrêter de nous mépriser et faire en sorte de comprendre pourquoi on en est rendu là. Pourquoi on arrive au cégep et on a du mal à lire et à écrire. Pourquoi? Et comment ça se fait qu'on est arrivé au cégep? Comment le système a produit ça comme incompétence? Hein? Alors, donc, de décider que chaque élève est responsable, c'est gentil, c'est facile, mais on peut se poser la question sur le système aussi. Hein? Et c'est d'abord là, c'est de là que ça vient. Madame Alors, Chartrand, vous êtes une amoureuse de l'éducation. Ça se vit, ça se sent. Vous dégagez un amour. Vous ne faites pas votre âge. Vraiment pas. J'ai l'impression d'avoir une enseignante dans ses 20 années qui se questionne et qui pousse et qui pousse. Et vous avez, je ne dirais pas votre âge, vous l'avez dit en pré-entrevue, mais pourquoi vous continuez d'avoir cette fougue si forte? Qu'est-ce qui vous nourrit, Mme Chartrand? qu'est-ce qui me nourrit? Ben, le désir d'un monde meilleur pour tout le monde, d'une part. Et puis, parce que je connais encore plein de monde. De mes anciens étudiants de l'université, que j'ai enseigné dans plusieurs universités les 20 dernières années du moment où je travaillais encore en milieu scolaire, et il y en a qui sont des enseignantes dans différentes régions du Québec, dans différentes écoles à différents niveaux. Et quand je vois le travail acharné qu'elles font, puis le courage qu'elles ont de tous les matins à essayer de faire le mieux et de donner le mieux d'elles-mêmes, de même que les femmes qui travaillent, j'en connais beaucoup dans les services de garde ou au contraire dans les maternelles, ben, tous ces gens-là ont mon admiration et puis tous ces gens-là travaillent du matin au soir, y compris les fins de semaine pour améliorer leur enseignement, leur travail. Et puis moi, j'ai la chance à mon âge d'être à la retraite. Ça veut dire tout simplement que j'ai plus de boss puis j'ai plus de salaire et donc d'avoir du temps. Et donc, j'ai décidé que non, je me croiserai pas les bras, que je ferai tout ce que je peux faire pour, avec d'autres, essayer de faire en sorte qu'on se pose les vraies questions sur l'éducation et qu'on le réforme, voire qu'on le transforme en profondeur, parce que sinon, notre société, comme le monde entier, s'en va vers le désastre. Et puis, j'ai pas le goût de ça pour les générations futures. Alors, puis, je trouve que c'est un leg, ça fait partie de mon ADN d'essayer d'améliorer la société. Avez-vous toujours eu cette liberté de parole dans votre travail? Oui, oui, oui. Je l'ai eu d'abord dans ma famille, et puis je l'ai eu, je l'ai prise. Ça m'a coûté très cher. J'ai gagné des concours pour être prof dans une université je ne dirais pas laquelle, celle de Montréal. Et j'ai eu le prix de la meilleure thèse de doctorat. C'est pas pour me vanter, mais pour montrer que j'avais un dossier incroyable. Et je n'ai jamais été embauchée à l'Université de Montréal parce qu'ils ont dit, celle-là, on la veut pas. Chartrand, on la veut pas. Elle a une trop grande gueule. Et puis, elle remet trop de choses en question. On veut être tranquille. Et j'ai eu du mal à gagner ma vie après avoir fini mon doctorat. Je voulais retourner au secondaire. C'était une période où il n'y avait plus vraiment de travail au secondaire. Et puis, à l'université, ben, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'étais déjà réputé pour quelqu'un qui critiquait, puis qui envoyait des articles dans la presse, puis au devoir, puis qui disait qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, y compris à l'université. Et donc, ben, j'ai eu du mal, effectivement, à avoir un poste. J'ai dû aller à Québec, alors que je suis montréalaise, pour avoir un poste de professeur à temps plein, ce que j'ai beaucoup aimé et que je regrette pas du tout. Mais donc, effectivement,
d'être critique sur la place publique et de ne pas avoir peur de ses opinions et d'avoir le courage d'exprimer ses opinions et ben ça coûte souvent beaucoup en termes de carrière. Et moi, le mot carrière me répugne. Je fais pas de carrière. J'essaie de vivre ma vie le mieux possible pour moi et pour les proches et puis pour la société. Donc, j'ai pas cherché à faire de carrière. Mais j'ai aimé travailler toute ma vie, puis j'ai aimé encore faire mon travail. Puis je travaille avec des gens de tout âge, hein, de 20 quelques années à des plus vieux que moi même. Et on a réellement un grand plaisir à travailler ensemble et on a beau être d'horizons différents, on a un but commun, faire en sorte que Parlons Éducation, ces forums citoyens soient une réussite pour que tout le monde, pour libérer la parole, puis pour que tout le monde vienne dire comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça et comment ça pourrait se passer autrement. Et ensuite, à partir de ça, on pense bien faire bouger un peu les autorités. Je viens de comprendre la recette de votre élixir de jeunesse. Ça veut dire vous intéresser à toutes les générations. Absolument, absolument. Wow. Et on est rendu déjà à la fin de notre entrevue du Camp Pédagogue. Je dis souvent, mais une personne comme vous, 1 heure, c'est pas assez. Il aurait fallu avoir plus de temps, mais c'est pas grave. On s'est parlé hein, en courriel, on s'est écrit en courriel, disons, et je suis curieux de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ce mouvement citoyen-là. J'ai même manifesté mon intérêt et je réitère encore cet intérêt-là par curiosité, par désir d'apprendre des citoyens, de me mettre en mode écoute. Je vous invite à aller sur notre site. Là, il n'est pas tout à fait fini encore. Là. Il y a quelques coquilles et quelque chose à ajouter encore, mais d'ici la fin de la semaine, ça va être terminé. Et il y a notre document de participation. On vient pas au forum comme ça en arrivant puis en disant bon bah tu sais de quoi je vais parler. On essaie de se préparer. Donc là, il y a un document qui est très facile à lire. C'est 5 thèmes. Sur chacun des thèmes, c'est 3 pages. C'est pas bien long à lire avec des questions qui vont être les questions lancées au débat. Donc se lire là, de dire à ses voisins, à ses amis, à ses parents, à ses grands-parents, allez lire ça, puis venez, monsieur Jean, au forum de votre localité, parce que la parole de tout le monde est importante. Alors, se préparer en allant sur le site, en voyant qui travaille là-dessus. Vous allez voir une petite notice biographique et la photo des 40 personnes dans les différents comités qui, depuis 2 ans, travaillent à la mise sur pied de ces forums citoyens. Et puis, vous allez voir le document de participation où il y a un thème sur la mission de l'école, à quoi sert l'école, un autre thème sur cette école à 3 vitesses, la ségrégation scolaire. On n'a pas peur du mot, hein? Moi, j'ai pas peur du mot, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que les gens sont catalogués selon des caractéristiques objectives. La capacité de payer des parents et puis les notes des élèves. Hein? Alors, c'est ça qui forme l'école à 3 vitesses. Et puis ensuite, il y a la question des personnels scolaires. Ensuite, il y a la question de la démocratie scolaire et il y a la question qui est une question centrale, l'inéquité du système, c'est-à-dire tous ces laissés pour compte. J'ai parlé de la formation professionnelle, la formation des adultes, des élèves des Premières Nations dans les écoles du système québécois, des nouveaux arrivants, qu'ils soient immigrants ou réfugiés, et de même que les élèves qui ont des difficultés cognitives ou physiques et tous ces élèves-là que moi j'appelle des laissés pour compte du système, ben, il y a un atelier qui va être tous les vendredis soirs. On va d'abord travailler sur cette question-là, puis le samedi, on fera les 4 autres thèmes. Donc, ces thèmes-là sont explicités. Et bien sûr, on n'est pas neutre, on ne dit pas qu'on a une orientation qui est une orientation humaniste de façon générale pour l'école et émancipatrice, mais les questions sont ouvertes et sont là pour accepter tous les points de vue. Alors, et de 15 ans, et comme je dis d'habitude, à 150 ans, c'est peut-être un peu exagéré. Vous allez vous rendre là sûrement avec votre faux que vous avez là. Hey, je vous laisse Non. J'ai des questions en rafale que j'aimerais partager avec vous. Vous pouvez répondre rapide ou aller plus loin. Puis moi, j'ai une planche de surf et je vous suis. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Allez-y, on y va. Pour Madame Chartrand, l'éducation, c'est? Le cœur d'une société. Wow. Votre plus grand succès, Madame Chartrand? J'ai rien que j'appelle d'un succès. Mon plus grand bonheur, c'est d'avoir un fils que j'adore et qui m'adore. Ah, c'est beau. Quel est votre plus grand apprentissage? De savoir que je vis en société.
C'est majeur. Une personne qui a un impact positif dans votre vie et pourquoi? Il y en a beaucoup, mais je pense que mes parents ont été à la base de tout ce que je suis devenue. C'est vos parents qui vous ont façonné, c'est bien évident. Puis c'était des parents qui avaient cette fougue-là aussi? Absolument, et qui nous ont appris très jeunes à prendre la parole à table, à écouter les autres et puis à dire, t'es pas tout seul, nous on était une famille de 7, t'es pas tout seul, il y en a un autre à côté puis un autre à côté et on travaille ensemble. OK. C'est. Et la, Continuez. la notion de solidarité, la notion de générosité, on n'a jamais parlé d'argent, on était pauvres, on parlait pas d'argent à table ni à la maison. Je veux dire, on faisait avec ce qu'on avait. Et le but, c'était pas d'être riche, le but, c'était être plus heureux d'une part et d'autre part, être le plus serviable. Wow. C'est ça les grandes valeurs chez nous. Wow. Euh, Madame, je reprends un livre que toute personne devrait lire. Oh, ben ça, il y en a des milliers. La Je littérature est sais, pleine je depuis. sais, je sais, Et mais un. sur Ouais. l'éducation d'aujourd'hui au Québec, il faut dire une autre école est possible et nécessaire. Et c'est fait pour que les gens qui lisent pas beaucoup des essais le lisent facilement. C'est des chapitres de 10-12 pages écrits de façon extrêmement simple pour que tout le monde ait le goût de le lire. D'ailleurs, c'est écrit, la typographie est très invitante. J'ai tout fait. J'ai dit à l'éditeur, j'ai 3 objectifs dans l'édition de ce livre-là. La Allez-y. lisibilité, la lisibilité et la lisibilité. Je veux que tout le monde, en l'ouvrant, dise, j'ai le goût de le lire parce que je peux tenir le livre dans mes mains, c'est écrit gros, puis déjà, la façon dont on me parle, je comprends. C'est pas une affaire pour intellectuels puis de spécialistes. Alors, c'est pour tout le monde. Une autre école est possible et nécessaire. Quand vous étiez à l'école, à la petite école, quelle était votre matière préférée? J'ai pas mal aimé. Ben, à la petite école primaire, j'ai tout aimé et j'étais première de classe dans tout. C'est ce qui m'amène à ma prochaine question. Vous avez un peu répondu, mais on va essayer de voir si vous voulez aller plus loin. Alors que vous étiez à la petite école, est-ce qu'on vous a déjà considéré ou vous êtes déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux, une mauvaise élève, ou encore une aigle, ça veut dire une élève brillante et intelligente? Non, au fond, mais bon, d'abord, à cause de mon âge, je suis allée à l'école publique dans un village où on faisait première, deuxième, troisième année dans la même classe avec une religieuse. Et puis, non, elle me disait en première année, Suzanne, occupe-toi des petits. Parce que quand je suis arrivée à l'école, je suis la 5e d'une famille de 7 et les 4 plus vieux faisaient les leçons et les devoirs à côté de moi. Alors, je les voyais. Donc, quand je suis arrivée à l'école, je savais à peu près lire puis écrire. Donc, elle disait, occupe-toi des petits. Et puis après, à l'école primaire, tout le temps, j'étais bonne en classe parce que j'avais un peu d'avance. D'ailleurs, je suis du mois de janvier, donc je suis arrivée à l'école à 6 ans et 3 quarts. Bon, à l'époque, il y avait cette loi-là. Donc, j'ai eu énormément de facilité, énormément de plaisir au primaire, peu importe les religieuses qui m'enseignaient, etc. Et puis après, au secondaire, ben, j'ai eu les disciplines dans lesquelles j'excellais, puis d'autres dans lesquelles je n'excellais pas du tout, les mathématiques et les sciences, ça va vous étonner. Et puis, je voulais 2 choses. J'étais sûre dès l'âge de 13-14 ans, il y avait 2 choses que je voulais faire dans la vie, de la musique et de la philosophie, et je n'ai fait ni l'un ni l'autre, mais j'ai lu les philosophes et j'en lis encore, et j'écoute énormément de musique, et puis j'ai fait autre chose parce qu'à 19 ans, j'ai décidé de gagner ma vie, et puis j'ai commencé à enseigner, et puis pour gagner sa vie, être philosophe et musicien, c'est long, c'est long. Alors on cherchait des enseignants, des enseignantes partout au Québec. On a ouvert 55 polyvalentes dans les années 66 ou 68. Alors, on embauchait à peu près n'importe qui. Il s'agissait d'avoir un bon bulletin de fin de baccalauréat et puis faire une bonne entrevue. Et puis, on nous embauchait. Et puis, on a embauché du monde de partout dans la francophonie. Et on a eu des équipes de profs absolument géniales où on partageait beaucoup de choses, où on faisait toutes sortes de projets. Et ce qui est maintenant devenu extrêmement difficile. Donc, j'ai de la nostalgie de mes premières années d'enseignement au secondaire au Québec. J'ai enseigné aux adultes, j'ai enseigné pas en formation professionnelle, mais en formation à la solidarité internationale dans des groupes populaires. J'ai fait de la formation syndicale. J'ai fait toutes sortes de choses et puis j'ai finalement, pendant 20 ans, été dans la formation des maîtres à l'université, mais toujours avec un grand plaisir de partager ma passion, mon savoir et d'amener mes étudiants et mes étudiantes à être le plus sérieux possible, le moins cancre possible ou cancre de façon sympathique.
Madame Chartrand, vous m'avez permis de voyager. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous entendre et d'avoir ce privilège de rêver par vos yeux d'éducation. Merci à vous, ça m'a fait bien plaisir de vous rencontrer.